Bonjour. Juste un truc, pour les télévisions françaises, il y aurait besoin de faire un son avec que du français sans traduction. Vous pouvez vous reposer. Есть такой вопрос от французских журналистов сделать 2 вопросы без перевода, просто с Джон Меланшоном, чтобы они потом ушли, потому что они могут... Et ensuite on les fera sortir. Madame Mondreau, je sens que ça vous démange. Oui, pas очень французский. Et la deuxième question, vous n'avez pas répondu à la C'est deuxième quelle question. question? À Madame Mondreau? Sur les protestations Ah oui, en vous Russie. aussi. donc. Exactement, pardon, c'est votre question que Madame Mondreau a repris. Voilà. Ah, d'abord, je voudrais quand même faire juste... il y a quand même une différence. Je ne suis pas allé en prison 4 ans et demi comme Sergueï Udaltsov. Et pourtant, je peux dire que j'ai passé le plus clair de mon temps à organiser des ennuis pour le gouvernement de mon pays. Donc il y a quand même une différence, hein, Sergueï. Toi, tu as été en prison, comme moi. Bon, c'est pour dire qu'on ne peut pas mettre non plus des signes égaux entre toutes les situations. Et disons que la résistance, l'affirmation démocratique du peuple français est à cette étape... je ne sais pas comment vous dire ça, mais enfin bon... Encore une fois, je me répète, personne en France n'est en prison pendant 4 ans et demi parce qu'il n'est pas d'accord avec le pouvoir. Et c'est pas une petite différence. Bon, après, sur la façon avec laquelle sont traités les opposants, j'observe qu'ils sont très maltraités un peu partout dans le monde. Mais quand je dis très mal, je demande qu'on comprenne bien de quoi on parle. Il y a des pays où on nous assassine, purement et simplement. C'est le cas en Colombie, c'est le cas dans toute une série de pays. Il y a d'autres endroits où on nous met en prison. C'est le cas ici. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai pu être à ce point scandalisé quand on m'assimilait à M. Poutine. Et je répétais, mais c'est mon camarade qui est en prison. C'est Sergueï Udaltsov. Alors vous ne pouvez quand même pas et nous mettre en prison et nous attribuer l'identité politique de celui qui le met en prison lui. Bon, je pense que ma présence ici rend cette contradiction visible. Mais je fais très attention et je pèse mes mots. Je ne veux pas entrer dans le concert d'aboiements et d'hystérie anti-russe qui s'observe en Europe sous prétexte de M. Poutine. Parce que je connais trop la technique qui consiste à diaboliser quelqu'un pour ensuite justifier n'importe quel comportement irrationnel à son égard. Et il faut qu'il comprenne ce que je suis en train de raconter. Mets-toi de l'autre côté, je veux qu'il comprenne. Si tu veux bien, merci Léa. Voilà. Donc, à l'occasion de ma présence en Russie, je tiens à dire que la totalité de mon programme a été portée à la connaissance des autorités russes et que je n'ai rencontré aucune difficulté. Maintenant, c'est sans doute eux qui sont les mieux placés pour vous parler de leur situation. Et votre programme demain pour les festivités de 9 mai? Alors, demain, je participerai au défilé le régiment des immortels, parce que je trouve que c'est une idée magnifique. Si vous voulez, moi je cherche tous les moyens de manifester par des actes de fraternité avec le peuple russe. Et c'est pas facile. Le peuple russe, il se trouve qu'en Russie, il y a une occasion de le rencontrer dans quelque chose de commun qui dépasse toutes les contradictions politiques, c'est le 9 mai. Donc ça fait plusieurs années que je sais que si je viens en Russie, il faudra que ça soit le 9 mai. Mais il y a un calendrier électoral en France qui fait que souvent c'est impossible. La bonne fenêtre, c'était cette année-ci. Voilà. Donc me voilà. Et demain, je viendrai avec ma petite pancarte avec une photo d'un Français. C'est la première fois que vous venez en Russie? Non, c'est j'essaye de me rappeler, c'était la 2e ou la 3e fois. Ça sera au minimum, c'est la 3e fois. Je passe pas la 4e fois. Je suis venu ici une fois avec François Mitterrand pour le tir à Baïkonour de Jean-Loup Chrétien, le premier cosmonaute français. Je suis
venu une seconde fois, ma mémoire, j'en garde un souvenir tout à fait clair, avec l'association France-Russie, qui était présidée à l'époque par Roland Leroy, et nous avons rencontré M. Gorbatchev, entre autres. Hein. Et voilà les souvenirs que j'ai de mes voyages. La visite, la seconde avait été très... on avait vu beaucoup de monde et on essayait de comprendre ce qui se passait ici. Et il y avait beaucoup d'espoir, je veux vous le dire, vous êtes jeune, mais il y avait beaucoup d'espoir que le communisme russe trouve le moyen de se réformer. Mais comme l'a dit Lionel Jospin, aucun d'entre nous n'imaginait que de tout ça il ne resterait rien. Voilà madame, je vous raconterai ma vie russe à madame Mandreau à la première occasion. Est-ce que les télés françaises, vous avez tout ce qu'il vous faut ou pas? Non, ils n'ont pas, il leur faut une question. Une question du Figaro. Pourquoi, M. Mélenchon, vous n'avez pas... Ah, le Figaro. Laissez le Figaro s'est donné le mal de venir jusqu'à moi. Vous avez rencontré M. Udalsov. Vous n'avez pas rencontré, a priori, dans votre programme, il n'y a pas de rencontre prévue avec M. Navalny, alors que M. Navalny rassemble beaucoup plus de personnes contre la politique de Vladimir Poutine que M. Udalsov. Pourquoi vous ne rencontrez pas M. Navalny? Parce que M. Navalny n'appartient pas à ma famille politique. M. Navalny est un libéral qui a prononcé des phrases antisémites inacceptables pour moi. Bon, il a le droit. Je ne viens pas ici, comment dire, faire le tour du marché de toutes les oppositions. Non, je viens voir mes camarades, les gens qui sont a priori les plus proches de moi. Je suis sûr qu'au bout d'une heure de discussion, on aura trouvé 20 points de divergence. Hein. Nous appartenons à une famille idéologique prompte à la divergence. Mais c'est ma famille, voilà. Monsieur Navalny, non. Non, monsieur Navalny, dans un autre espace politique, et pas le mien, bon, que les Russes s'en débrouillent. Hein. Je ne souhaite pas le succès de monsieur Navalny, je souhaite le succès de monsieur Udalsov. Voilà. Je ne peux pas mieux vous dire, c'est pas plus simple. D'ailleurs, avec moi, c'est toujours très simple. Et M. Udalsov qui soutient la politique étrangère de Vladimir Poutine et qui incarne peut-être moins le changement que M. Navalny. Écoutez, laissons-lui la chance d'essayer. Pour l'instant, ils l'ont mis en cabane, il n'a pas pu être candidat. Donc, attendons de voir ce que ça donne. Mais il faut surtout qu'on rompe avec les habitudes un peu européocentrées et qui peuvent passer pour de l'arrogance auprès des Russes, qui consiste depuis notre balcon à décider qui est l'opposition, qui ne l'est pas, qui est important et qui ne l'est pas. Monsieur Navalny n'est pas si important que ce qu'on en disait. Il n'y a qu'à voir son résultat électoral. Il me semble. Hein. En tout cas, je ne suis pas concerné. Il y a des élections en Russie, et quand je vais aux États-Unis, et quand je vais y aller, il y a les républicains. Qu'est-ce que je ferai avec eux? Je vais d'ailleurs peut-être même pas non plus rencontrer les démocrates. Je rencontrerai Bernie Sanders, voilà. Tout ça est assez banal. Et vous voyez, pardon, je veux faire cette remarque. Il ne faut pas qu'on arrive à un point de diabolisation de la Russie où il y aurait ici le mal et le bien. Alors le bien, c'est indistinctement tous ceux qui sont contre Poutine. Non, il y en a qui politiquement sont pas plus intéressants pour nous que la ligne politique de M. Poutine lui-même. Il faut accepter une certaine banalisation du rapport à la Russie. En Russie, il y a des gens de droite, il y a des libéraux, il y a des fascistes, il y a des gens de gauche, il y a des communistes, comme en France. Il y a des gens d'une gauche qui se cherchent, comme M. Udalsov, voilà. Enfin, j'espère peut-être avoir trouvé ça. J'essaye en tout cas. Est-ce que pour être plus précis sur l'annexion de la Crimée, justement, est-ce que vous êtes plutôt en divergence? Est-ce que j'ai une position personnelle? Une position, et notamment par rapport à votre ami Udalsov, qui lui en a une d'ailleurs. Je ne sais pas, moi je ne lui ai pas posé la question à lui, mais moi je peux vous donner la mienne si elle vous intéresse. Oui, bien sûr. Vous connaissez pas ça veut dire que vous ne connaissez pas la position de votre ami?
Il a approuvé l'annexion. Udalsov, il doit, je sais pas, oui, j'imagine qu'elle est. C'est une question importante quand même. Bah, vous n'avez pas demandé? Posez-la lui, parce que moi j'ai pas de problème avec la Crimée. Et la vôtre? Oui, et la vôtre alors? Ah tiens. Bah oui. Ah voilà. L'intangibilité des frontières est un principe de base des relations internationales. Et je ne vois pas que je vais changer d'avis sur le sujet. Il m'est arrivé d'admettre que des circonstances politiques me fassent voir le problème autrement. Je me permets de vous rappeler, Madame Mandreau, vous en avez la mémoire, j'ai voté contre la première guerre du Golfe. Pourtant, M. Saddam Hussein avait envahi son voisin, ce qui était inacceptable. Et à l'époque, je m'accrochais à la position, à ce que les Français essayaient de faire au Conseil de sécurité, qui était de débloquer la situation. Alors, les frontières en Europe bougent. C'est une évidence. C'est un des résultats du fait que l'effondrement de l'espace soviétique s'est fait sans négociation. Premièrement, c'est la première fois que ça arrive, hein, qu'un espace pareil se démembre sans qu'il y ait une conférence pour décider où s'arrêtent les frontières de chacun. Deuxièmement, il a été suivi de mensonges inacceptables de la part des Nord-Américains et de l'Union européenne. Le plus inacceptable des mensonges était d'avoir dit aux Russes qu'à partir du moment où le Comecom se déferait et que l'alliance militaire des pays de l'Est avec la Russie était défaite, il n'y aurait pas de tentative de faire avancer l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, je suis pour partir des réalités. Je n'y peux rien, ce n'est pas moi qui ai décidé du sort de la Crimée. J'ai donc fait une proposition pendant la campagne présidentielle. C'était qu'il y ait une conférence des frontières en Europe. Dire une conférence des frontières en Europe, et quand on en parle avec des Russes, ben ça a déjà une première conséquence. Je considère que la Russie est partie prenante de l'Europe. Je considère que la Russie est plus partie prenante de l'Europe que, par exemple, la Turquie. Il existe un cadre aujourd'hui, qui est l'organisation de la sécurité OSCE. Voilà, je ne me rappelle plus ce que chaque lettre veut dire. Qui était fait pour ça. Pour garantir avec les accords d'Helsinki le fait qu'on discuterait de tous les problèmes qui pourraient apparaître. Donc il n'y a aucun obstacle à ce qu'il y ait une conférence sur la sécurité. Quand on veut négocier de manière efficace, c'est-à-dire pas venir les mains sur les hanches ou bien les coltes à la main pour discuter avec quelqu'un, on doit entendre ce qu'il dit. Les Russes nous disent: de quel droit vous venez nous faire la leçon, vous qui avez démantelé la Yougoslavie et créé un État bidon, le Kosovo. Car le Kosovo est un État bidon, en tout cas dans ma vision à moi. Et ils disent: et après ça, vous venez nous dire que les méthodes que vous avez utilisées, vous, de sang-froid, on ne doit pas les appliquer nous. Et qu'avons-nous fait pour créer le Kosovo? Un référendum et une intervention militaire. Bon, voilà. Voilà où nous en sommes. Moi, j'en reste à ma position. Refaire l'histoire ne sert strictement à rien. On a intérêt, dans les meilleurs délais, à ce qu'il y ait des conférences sur la sécurité des frontières. Regardez bien qu'on est passé à deux doigts d'avoir de sérieux problèmes dans le sud de l'Europe. Si la Catalogne était réellement devenue indépendante, on aurait eu un problème de frontière entre la Catalogne et l'Espagne, mais aussi avec nous, les Français. De la même manière que si un jour les Flamands, dont tout le monde connaît l'arrogance, rompent l'État belge, nous les Français, nous aurons un problème à notre frontière, avec la Wallonie qui est soit belge, soit française. Bon, c'est pour dire, voilà le point où on en est. Je crois que si on disait aux Russes, là je ne parle que pour moi, j'en ai pas parlé avant avec M. Udalsov, je ne sais pas ce qu'il en penserait, mais si on disait aux Russes, écoutez, on peut remettre tout ça sur la table, et on utilise partout les mêmes méthodes pour stabiliser les frontières, comme par exemple de revoter. Peut-être que le débat serait plus ouvert qu'on ne le croit aujourd'hui.
Mais pour ça, il faut prendre tous les problèmes d'un coup et essayer de les régler en même temps. Et on ne peut pas régler de problème avec les Russes en les menaçant. Or, nous les menaçons. Nous avons installé un système de missiles antimissiles en Pologne qui ne vise que les Russes. Nous autres Français, nous avons pour la première fois depuis 300 ans 200 ou 500 personnes qui sont installées à la frontière de la Russie. Où est-ce qu'ils sont? En Lettonie? Hein? En Lettonie, voilà. Qu'est-ce qu'ils font là? Quand le peuple français a-t-il eu à discuter de ce truc? Jamais. Voilà. Donc, mesdames, pour me résumer, j'essaye d'avoir un point de vue de l'avant. C'est-à-dire quelque chose qui permette de trouver une sortie par le haut pour tout le monde. Sachant que l'idée inverse, c'est-à-dire avoir des démarches humiliantes pour les Russes, ou leur demander de céder comme ça, simplement parce qu'on est venu armé jusqu'aux dents, jusqu'à leur frontière, on n'a aucune chance d'y arriver, quoi. Si vraiment l'idée c'est de trouver une solution, il va falloir. J'ajoute qu'on ferait bien de se préoccuper actuellement de la situation dans le Donbass, parce que c'est quand même là qu'est le problème aujourd'hui. Et vous verrez, écoutez-moi bien, vous verrez que si on ne règle pas d'une manière pacifiée, on va dire dans le cadre, comment on appelle ça là, l'accord qu'il y a aujourd'hui, l'accord de Minsk, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, les trois puissances qui sont là et qui discutent de ça. Si on ne règle pas de manière civilisée la question du Donbass et du droit des populations de cette zone de parler leur langue maternelle et de l'enseigner, vite on va se retrouver avec un problème tout à fait identique sur la frontière sud avec la Pologne et avec la Hongrie, parce que ces deux pays ont des zones, des aires linguistiques communes en Ukraine. Donc vraiment, j'adjure qu'on ne joue pas aux apprentis sorciers et qu'on ne fasse pas de la politique avec des mouvements d'épaule. Il faut faire un travail politique sérieux, en posant les problèmes sur la table et en essayant de trouver une sortie par le haut. Bon, c'est ma position, hein. Je n'ai pas négocié avec Udalsov, il a la sienne. Oui, bonsoir, Léo Giro, Radio France. Ma question justement portée sur l'Iran. On attend ce soir la décision finale de Donald Trump en ce qui concerne l'accord sur le nucléaire iranien. Excusez-moi. Excusez-moi, je change de place pour qu'ils puissent entendre, donc leur traduire ce que... Pas de souci. Donc on attend ce soir la décision finale de Donald Trump qui réglera probablement le sort de l'accord nucléaire iranien. Même si on n'a pas encore la réponse, il est très probable qu'il dénoncera l'accord, au moins partiellement. Quelle est votre position à ce sujet? Et d'après vous, et d'après M. Udalsov d'ailleurs, quel rôle ont la France et la Russie à jouer sur ce dossier, dans ce dossier? L'attitude de M. Trump est totalement irresponsable. La négociation sur l'accord nucléaire a duré 13 ans. On ne peut pas dire que c'est une décision qui a été prise dans l'émotion. On a eu le temps de la travailler. Tout le monde a signé. On ne peut pas arriver 6 mois après en proposant ni plus ni moins qu'un bouleversement total du contenu de l'accord. Non seulement sur des questions militaires, comme le niveau des engins balistiques dont dispose l'Iran, qui déjà en soi est invraisemblable, mais alors, surtout quand on y rajoute des notions aussi confuses que discuter de la tentation hégémonique de l'Iran. Alors là, comme tout le monde dans la zone a des tentations hégémoniques, on n'est pas sorti d'affaire. Je trouve que c'est pas par ce bout-là qu'il faut prendre les problèmes. S'il y en a, il faut dire lesquels. Les nommer et essayer de les régler. Mais ouvrir un nouveau cycle, pourquoi pas? Pourquoi pas un nouveau cycle de négociation? Mais pas en commençant par abroger le premier accord. Parce que si on l'abroge, comme c'est normal, les Iraniens vont dire, ben, puisque vous ne respectez plus l'accord, eh ben nous, on se remet à produire de l'armement nucléaire. Et nous autres Français, notre intérêt par-dessus tout, c'est qu'il n'y ait pas de dissémination nucléaire. Il faut bien travailler à partir d'objectifs, sinon on ne sait plus de quoi on parle. Nous ne sommes pas les shérifs du monde. Nous n'avons pas à distribuer des bons points, des mauvais points, à tel gouvernement ou à tel autre. Quels sont nos intérêts? À nous, Français.
c'est qu'il n'y ait pas de guerre. Et deuxièmement, qu'il n'y ait pas de dissémination nucléaire. On a mis 13 ans à signer un accord. Je veux souligner le fait que les Français ont joué un rôle considérable dans sa conclusion. Par conséquent, cet accord nous va. Et s'il doit y avoir d'autres choses qui doivent être mises en discussion, eh bien parfait, recommençons une conférence, rediscutons pour un autre accord. Mais on n'abroge pas le précédent. J'ajoute que c'est d'autant plus insupportable que c'est sans crier gare. Après tout, les Américains ont signé la dernière fois. Alors maintenant, les signatures américaines changent au fur et à mesure des présidents, primo. Deuxièmement, quand les Nord-Américains prennent une décision, après tout, on pourrait dire ça les regarde, mais c'est qu'ils impliquent le reste du monde. Puisque, comme vous le savez, dès lors qu'ils vont rétablir des sanctions, plus personne n'aura le droit de commercer avec l'Iran. Au nom des clauses d'extraterritorialité qui fait que dès que vous prenez $1, que vous le sortez de votre poche, eh bien vous avez des comptes à rendre au gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'est insupportable. Donc je crains beaucoup cette décision parce qu'elle est irresponsable et que c'est une décision de va-t-en-guerre. À partir du moment où Trump aura remis en cause l'accord, ça veut dire que les plus enragés dans le régime iranien vont recevoir une prime, en quelque sorte, hein, un encouragement sur la position les plus dures et les moins raisonnables, et de l'autre côté, c'est un permis d'intervenir pour quiconque voudra intervenir contre l'Iran. Voilà, c'est pas notre intérêt. Donc tout ça est absurde, et c'est très dangereux, et M. Trump se comporte d'une manière extrêmement provocatrice et dangereuse pour le monde.